Avec cette nouvelle astuce VBA Excel, il est question de voir comment il est possible de surligner en couleur la ligne et la colonne complète de la cellule cliquée dans un tableau. L'intérêt est simple. Il s'agit de mettre en évidence les informations à débattre lors de présentations. Sur l'exemple illustré à l'écran, lorsque l'utilisateur clique sur une cellule précise du tableau, la sélection, comme vous pouvez le voir, est étendue jusqu'aux bornes de ce dernier, aussi bien en largeur, donc en ligne, qu'en hauteur, donc en colonne, pour faire ressortir en jaune l'intégralité de la ligne et de la colonne concernée. Pour la découverte de cette trouvaille, nous suggérons d'appuyer l'étude sur un classeur abritant un tableau de données assez volumineux. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous découvrons le tableau fidèle à celui de la présentation. Il archive des activités de sortie, catégorisées notamment par département. Mais bien sûr, à ce stade, si vous cliquez sur l'une des cellules du tableau, rien ne se produit encore. Le premier enjeu consiste à faire ressortir les cellules du tableau au clic de l'utilisateur dans une cellule. VBA Excel offre des gestionnaires d'événements, et l'un d'entre eux détecte le changement de sélection, soit ces fameux clics dans ces cellules de coordonnées différentes. C'est ainsi qu'il peut déclencher l'exécution d'un code VBA au gré des actions de l'utilisateur sur la feuille. Pour débuter donc, nous proposons de créer cette procédure événementielle. Et pour cela, je vous invite à réaliser le raccourci clavier Alt F11 qui, comme vous le savez, permet de basculer dans l'éditeur VBA Excel. Puis, dans l'explorateur de projet sur la gauche, nous allons double-cliquer sur l'élément Feuille 1, Naviguer. Ainsi, nous affichons au centre de l'écran la feuille de code VBA associée aux données du tableau Excel. Elle est vierge pour l'instant. Dans l'enchaînement, en haut de cette feuille de code, je vous propose de déployer la liste déroulante de gauche pour choisir l'objet Worksheet dans les propositions qui n'étaient pas légion. Cet élément Worksheet désigne une feuille, en l'occurrence ici, la feuille 1 nommée Naviguer. Et c'est ainsi que nous créons la procédure événementielle Worksheet Selection Change. Son code se déclenchera à chaque changement de sélection, donc à chaque clic dans une nouvelle cellule. Et vous notez qu'un élément lui est passé en paramètre. Il se nomme Target et il est de type Range, c'est-à-dire une plage ou une cellule. Il représente en l'occurrence ici la cellule cliquée. Grâce à lui, cet objet Target, nous allons pouvoir connaître ses coordonnées. Pour surligner la ligne et la colonne entière de la cellule désignée, nous avons besoin de connaître la ligne et la colonne de la cellule active, mais aussi les lignes et colonnes des cellules situées aux extrémités, aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale. Et pour cela, nous devons commencer par déclarer les variables destinées à recevoir ces informations. C'est la raison pour laquelle je vous invite, dans les bornes de cette procédure, à initier ces déclarations avec le mot-clé dim pour dimensionnement, cela va de soi. Nous déclarons une première variable que je vous propose de nommer ligne active et que nous allons typer comme un integer, c'est-à-dire un entier, tout ce qu'il y a de plus normal. Ligne active pour l'indice de la ligne active au moment du clic de la souris. Et de la même façon, je vous propose de déclarer une variable que nous nommons colonne active et que nous allons typer, elle aussi, comme un integer. De fait, et dans l'enchaînement, je vous propose de déclarer une variable que nous nommons ligne deb, que nous allons cette fois typer comme un byte, c'est-à-dire un entier court. Pourquoi ? Par esprit, si vous voulez, d'économie de ressources, dans la mesure où la première ligne d'un tableau, nécessairement, ne va pas se situer au-delà de la 255e ligne de la feuille, donc un byte suffira largement pour pouvoir la mémoriser. Ensuite, nous allons déclarer une variable pour mémoriser l'indice de la ligne de fin, donc nous la nommons ligne fin, et là nous la typons comme un integer, parce qu'en l'occurrence ce tableau ici fait 1000 lignes, et donc nous dépasserons sur cette ligne de fin les capacités d'un byte qui va jusqu'à 255. Enfin, deux autres variables, toujours à nommer de façon explicite, colonne deb, que nous typons comme un byte, c'est-à-dire un entier court. Nous partons du principe que la première colonne du tableau est forcément sur un indice relativement faible, donc un byte fera l'affaire. D'ailleurs, pour, si vous voulez, la
colonne active, nous aurions pu aussi la typer comme un byte si nous considérons que nous ne travaillons pas sur un tableau qui dépasse les 255 colonnes. Qu'à cela ne tienne, les explications sont données. À vous d'optimiser en conséquence. Ensuite, une dernière variable que nous nommons colonne fin et qui porte bien son nom pour l'indice de colonne de la dernière colonne donc du tableau à partir de la cellule cliquée. Maintenant, et avant de songer à affecter ces variables, nous devons penser à optimiser les ressources. Ce code ne doit pas être enclenché inutilement. Il doit réagir si et seulement si la cellule cliquée appartient bien au tableau. En d'autres termes, que le clic n'a pas lieu dans une cellule vide en dehors de ce tableau. Ce tableau est nommé BDD, et pour preuve, vous pouvez le constater en revenant sur la feuille avec la zone non BDD qui sélectionne l'intégralité des données de ce tableau. Donc, nous allons l'utiliser. Et après les variables, il est question d'enclencher une instruction conditionnelle pour ne pas demander au code de s'exécuter si d'aventure le clic, nous répétons, n'a pas eu lieu dans ce tableau. Et pour cela, nous allons utiliser une double négation. Tout d'abord avec le mot-clé note qui va agir sur le résultat livré par la fonction VBA intersect ou intersect pour l'intersection de plusieurs plages de cellules. En l'occurrence, la première plage est une cellule. Elle concerne le target, c'est-à-dire la cellule cliquée par l'utilisateur, pour savoir s'il y a une ou des cellules à l'intersection de ce target et de notre tableau de données reconnu par son nom BDD, et dans la syntaxe VBA Excel, une plage nommée, comme d'ailleurs une cellule, peut se mentionner encadrée de crochets comme ici. Voilà pour le test donc, mais il faut une double négation, nous l'avons dit, puisque nous devons savoir si il y a bien quelque chose à l'intersection de ce target, de cette cellule cliquée et de cette plage. En l'occurrence, traduisé par le not is nothing, cela veut dire si cette intersection n'est pas rien. Donc, qu'elle retourne bien une cellule. Si elle retourne bien une cellule, cela signifie que l'utilisateur a bien cliqué dans les bornes du tableau BDD. Poursuivons. Comme nous allons modifier la couleur de la ligne et de la colonne pour la cellule cliquée, avant chaque nouveau clic, nous devons commencer par restituer les couleurs d'origine. Le plus simple est d'agir sur la plage complète, BDD, du tableau, sans se soucier des cellules précisément à réattribuer. Et pour cela, je vous propose effectivement de désigner cette plage par son nom dans les crochets, comme nous l'avons expliqué, en faisant appel, puisque c'est bien un objet de type range, à sa propriété intérieure qui désigne, si vous voulez, le remplissage, le fond plutôt. Mais avec le fond, nous pouvons régler de nombreux attributs. Et là, nous appelons donc sa propriété enfant color pour influer sur sa couleur de fond. Et pour nous simplifier la vie, nous allons prélever des attributs qui sont déjà tout à fait corrects d'une cellule qui ne sera jamais impactée, la cellule A1. Par mesure de sécurité, c'est arbitraire, vous pouvez en choisir une autre. Nous prélevons ces attributs de remplissage pour les appliquer à l'intégralité du fond des cellules du tableau, puisque en l'occurrence, dans cette affectation, c'est bien toutes les cellules du tableau de données qui sont concernées. Et puis, nous allons faire de même pour la couleur de police. Si d'aventure nous choisissons de la modifier, ici nous n'irons pas jusque-là, mais nous donnons les grandes lignes du développement. Propriété font pour désigner la police. Avec la police, nous pouvons modifier la taille, le style gras, la couleur. Donc, propriété enfant color pour bien désigner effectivement la couleur de la police à impacter sur celle de la cellule A1, encore une fois. Il est temps de prélever les indices de ligne et de colonne de la cellule cliquée. Pour cela, l'objet target, passé en paramètre de la procédure événementielle, offre les propriétés dédiées. Et nous les connaissons déjà bien si vous avez suivi les nombreuses formations VBA Excel que je propose. Donc, nous allons enregistrer ces valeurs dans les variables respectives ligne active et colonne active. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, c'est volontairement que je ne respecte pas la casse, car VBA Excel, si je n'ai pas commis d'erreur, dans le nom des variables, le nom des objets, propriétés et méthodes, me corrige cette casse. Si cette casse reste inchangée, cela signifie que j'ai commis une erreur que je peux tout de suite corriger à la volée. Notre objet donc target
avec sa propriété row pour renvoyer l'indice de ligne de la cellule active. Et vous voyez que toute la casse a bien été transformée instantanément. Ensuite, nous allons affecter de la même façon notre variable colonne active, cette fois-ci sur l'indice de colonne renvoyé par la propriété colonne de notre objet target. À partir de ce point de départ, nous devons maintenant étendre la sélection pour obtenir les indices des cellules en début et fin de ligne, mais aussi en début et fin de colonne. Pour cela, il suffit d'exploiter la propriété end que nous avons découverte récemment. Elle permet de pointer sur une extrémité à désigner par rapport à un point de départ. Et pour ce faire, donc toujours à la suite et bien sûr dans les bornes de l'instruction conditionnelle, ce sont les autres variables que nous allons affecter en commençant par colonne deb pour la colonne de début. Sur notre objet target, nous allons appliquer la propriété end avec le paramètre xl2left, donc pour dire que nous revenons au tout début du tableau à partir de la ligne active pour prélever l'indice de colonne. Et vous voyez encore une fois qu'à validation, toute ma casse est parfaitement transformée. De la même façon, je vais me permettre de copier et coller ces fragments. Nous devons stocker, mémoriser, prélever l'indice de la dernière colonne pour cette cellule active. Et cette fois-ci, ce n'est pas un déplacement vers la gauche que nous entreprenons, mais un déplacement vers la droite avec le paramètre xl to right pour avoir l'indice de colonne de cette cellule située à l'extrémité du tableau. Suite à cela, nous devons ensuite stocker l'indice de la première ligne, puisque je vous rappelle que l'objectif est bien de surligner l'intégralité de la colonne et de la ligne. Dans la variable ligne deb pour ligne début, nous allons effectuer un déplacement à partir de la cellule qui est cliquée vers le haut. Attention, ce n'est pas to up, mais xl up. Et là, bien sûr, c'est l'indice de ligne que nous souhaitons prélever, donc propriété row et plus 1. Plus 1, pourquoi? Tout simplement parce que, avec ce déplacement, le code va remonter jusqu'à la ligne de titre. Or, la ligne de titre est la ligne de titre. Nous ne souhaitons pas l'impacter. Donc, nous ne souhaitons pas y toucher. Nous nous repositionnons juste en dessous. Ensuite, il s'agit de connaître l'indice de la toute dernière ligne du tableau à stocker dans la variable ligne fin, grâce toujours à notre objet target et sa propriété end, mais cette fois-ci, nous engageons un déplacement vers le bas avec le paramètre xl down. Maintenant, alors il n'y a pas de plus 1 par contre, vous voyez, ça c'est le problème quand nous ne sommes pas attentifs et que nous utilisons des copier-coller. Donc c'est bien la propriété row, ça cela va de soi. Maintenant que toutes les coordonnées sont connues, nous allons pouvoir exploiter l'objet range pour délimiter les plages définissant la ligne et la colonne dont il s'agit de changer la couleur. Et c'est la raison pour laquelle la suite du code est toujours dans l'instruction conditionnelle. Nous exploitons donc notre objet range, auquel il faut donner une cellule de départ et une cellule de fin pour définir la plage complète à surligner grâce à notre objet cells, puisque désormais nous sommes en possession de tous les indices de ligne et de colonne, en commençant par l'indice de ligne actif, donc reconnu ou plutôt mémorisé dans la variable ligne active, et en partant de la première colonne, c'est-à-dire colonne deb, l'objet cells en fonction d'un indice de ligne et en fonction d'un indice de colonne. Et là nous allons ensuite mentionner les coordonnées de la cellule de fin pour cette première plage, toujours sur la ligne active, mais non plus à partir de la première colonne, mais jusqu'à la colonne de fin. Donc à ce stade, nous sommes censés avoir la plage qui représente la ligne complète de la cellule active. Nous fermons la parenthèse de notre objet range, nous atteignons son fond grâce à sa propriété intérieure et nous allons influer sur sa couleur de remplissage grâce à sa propriété enfant color. Et là très simplement, nous allons au plus simple, nous pourrions utiliser la fonction VBA RGB pour faire des mélanges de couleurs. Je vous propose un jaune on ne peut plus classique, VB yellow, yellow pour jaune. Et nous allons faire de même maintenant pour surligner la colonne. Donc cette fois-ci, ce n'est plus à partir de la ligne active, mais à partir de la ligne de début, ligne deb sur la colonne active.
donc l'indice de colonne qui est de la cellule qui est active jusqu'à la ligne de fin. Donc il s'agit bien de surligner l'intégralité de la colonne, et pour la colonne active, et puis, eh bien, ma foi, le reste des attributs sont identiques, c'est-à-dire que nous influons bien sur la couleur de fond. Néanmoins, si nous souhaitons intervenir sur la couleur de police, je vous disais que ce n'était pas gagné d'avance, mais nous pouvons le faire pour pousser un petit peu les démonstrations. Nous agissons bien sur ces mêmes plages, sauf que cette fois, nous n'agissons plus sur le fond, mais sur la police, en l'occurrence sur la couleur de la police. Et là, je vous propose eh bien, un paramétrage on ne peut plus standard, un noir, puisque, en l'occurrence, sur le tableau de données, ce n'est pas un noir, mais un gris plutôt foncé, ce qui fera la différence avec un jaune en arrière-plan. Pour tester ce code, je vous propose d'enregistrer les modifications, de basculer sur le classeur Excel, et tout de suite de cliquer sur l'une des cellules à l'intérieur du tableau. Et aussitôt, comme vous pouvez le voir, la ligne et la colonne complète de la cellule sélectionnée sont instantanément mises en valeur. Pour preuve, nous pourrions atteindre la fin. Vous voyez que d'ailleurs il n'y a aucun débordement et que nous avons automatiquement repéré au clic, c'est vraiment instantané, et bien toutes les cellules qui sont concernées par ce croisement, sauf que, à ce stade, il y a des anomalies qui persistent et nous devons les gérer. Par exemple, si vous cliquez sur la dernière colonne du tableau, donc en colonne F, et bien comme vous pouvez le voir, et comme nous sommes déjà placés sur la dernière colonne du tableau, la méthode de déplacement ne parvient pas à la déceler. Je vous propose donc de cliquer sur le bouton fin de ce débugger, et donc, puisque maintenant le programme est réinitialisé, si vous cliquez sur une cellule de la première colonne, la sélection déborde pour considérer la cellule située juste avant le tableau. Un autre souci survient d'ailleurs en désignant une cellule de la dernière ligne du tableau. Bref, ce sont les cellules aux extrémités qui sont incriminées. Pour corriger ces dysfonctionnements, il convient d'adapter le programme eh bien, avec certaines instructions enclenchées. Nous allons voir tout cela ensemble. Dans un premier temps, je vais me permettre de rétablir ici la petite mise en forme qui avait été dégradée juste avant le tableau. Donc nous revenons dans le programme, et là tout d'abord, juste après la déclaration des variables et juste avant l'instruction conditionnelle, je vous propose d'initialiser nos variables colonne fin et ligne fin à 0, donc 2 points pour pouvoir les affecter sur une même ligne, ligne fin égale 0, colonne fin égale 0. Pourquoi? L'objectif est de savoir si elles vont évoluer, ces variables. Car si par exemple une erreur est générée, la variable ne sera pas affectée. Si elle n'est pas affectée, elle vaut toujours 0. Si elle vaut toujours 0, nous saurons que nous devrons la réajuster sur l'indice de la cellule active. Ensuite, eh bien, juste après l'affectation de la variable colonne deb, celle qui prélève l'indice de la première colonne du tableau dans la mesure où nous n'avons pas cliqué sur cette même première colonne. L'objectif est de savoir, donc nous ajoutons un test ici et nous exploitons notre objet cells pour pointer sur la ligne active et sur la colonne eh bien, qui a été ainsi prélevée. La question est la suivante. En exploitant sa propriété value pour accéder à son contenu, est-ce que son contenu est vide? Si oui, alors si son contenu est vide, vous êtes d'accord que ça signifie qu'il s'agit d'une cellule qui n'est pas dans le tableau, mais qui est située juste avant le tableau quand cette sélection déborde. Et bien dans ces conditions, nous allons réaffecter notre variable colonne deb sur la colonne active, puisqu'en l'occurrence dans ce cas précis, cela signifie que la colonne active est bien la première colonne du tableau. Ensuite, et juste en dessous, donc juste avant notre... alors pas juste en dessous, pardon, oh, alors c'est pas grave, on va se positionner en deux temps, juste après l'affectation de notre variable colonne fin, l'objectif est de savoir si une erreur a été déclenchée. Et donc pour gérer une erreur qui se déclenche, il faut intervenir avant. Donc nous allons effectivement bien nous placer dans un premier temps, juste au-dessus, pour ajouter un gestionnaire d'événements. OnError, goto, gérer colonne. Que signifie gérer colonne? Eh bien c'est arbitraire, c'est une étiquette à laquelle nous allons renvoyer le code si d'aventure une erreur était générée. Cette étiquette, nous allons la créer dans l'enchaînement. Et selon la syntaxe, le nom d'une étiquette est suivi du symbole de point. Et vous voyez que le VBA la reconnaît en tant que telle, puisqu'il la place
il n'y a plus d'indentation, il la place vraiment sur la marge de la feuille de code. Si une erreur est générée suite effectivement à l'affectation de notre indice de colonne de fin, signifiant vraisemblablement que nous avons cliqué sur la dernière colonne, et nous l'avions constaté, dans ces conditions, eh bien, le programme plante. Dans ces conditions, eh bien, dans l'étiquette, bien entendu, nous allons tout simplement vérifier, et cela va de soi, si notre variable colonne fin vaut toujours 0, d'où l'affectation de départ, voyez-vous, celle que nous avons faite ici, car là, elle n'a pas été affectée dans ce cas bien particulier. Et bien dans ces conditions-là, nous allons recaler notre variable colonne fin sur la colonne active, comme ceci donc. Et enfin, de la même façon pour cette fois-ci notre ligne de fin, celle qui peut poser problème si d'aventure l'utilisateur est tenté de cliquer sur la millième ligne ici en l'occurrence, il faut le faire quand même, mais admettons, eh bien nous allons ajouter une gestion d'erreur, onErrorGoTo, avec une nouvelle étiquette, cette fois-ci que nous allons appeler gérer ligne, pour renvoyer le programme plutôt que de planter et de rester comme cela eh bien, sans réagir. Donc à l'étiquette gérer ligne, dans ces conditions, nous savons vraisemblablement que l'utilisateur a cliqué sur la ligne de fin, donc l'affectation n'a pas eu lieu. Si ligne fin vaut toujours 0, eh bien cela signifie que nous devons recaler notre indice sur la valeur de la ligne active. Nous pouvons enregistrer les modifications car nous en avons terminé avec ces ajustements, et donc de retour sur notre feuille. Si nous cliquons bien sûr à l'intérieur du tableau, tout va bien. Si nous cliquons sur une cellule de la première colonne, constatez-le, eh bien la sélection ne déborde plus, nous avons corrigé le problème. Si nous cliquons sur une cellule de la dernière colonne, il n'y a plus de plantage, le programme s'adapte, se recale sur cette dernière colonne. Et qu'en est-il si nous cliquons sur une cellule de la dernière ligne? Là encore, tout va bien. Voilà donc, eh bien, quel que soit l'endroit désormais sur lequel vous cliquez dans le tableau, ce sont bien la ligne et la colonne complète qui sont mises en surbrillance sans que plus aucune erreur ne soit générée. J'espère donc que cette nouvelle astuce VBA Excel vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations, sur le site bombache.fr. Je vous remercie.